Bonjour à tous. Quels enseignements tirer du premier tour de la présidentielle en Guadeloupe et plus largement dans les Outre-mer? Au plan national, la gauche peut-elle nourrir des regrets, tant il apparaît que Jean-Luc Mélenchon aurait pu accéder au deuxième tour? Ce scrutin marque-t-il la fin du PS et de la droite républicaine? Pour analyser ce verdict des urnes, Maître Pierre-Yves Chicot, avocat, maître de conférences en droit public et observateur, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Pierre-Yves Chicot. Bonjour Thierry Fendéré. Que retenir de ce premier tour d'élection présidentielle en Guadeloupe? On ne peut pas dire que le tiercé sorti des urnes dans notre archipel soit vraiment une surprise. Tout à fait. Mais ce qu'il faut retenir en premier lieu, c'est certainement la première fois que les Guadeloupéens ne font pas preuve de légitimisme. De façon générale, le Guadeloupéen reconduit, ou plutôt le citoyen électeur guadeloupéen, reconduit le sortant et lui accorde un quitus pour pouvoir passer au mieux les embûches du second tour. Ce n'est pas le cas en l'espèce, et ça s'explique, et c'est le deuxième élément, par le contexte de la crise sanitaire, certainement, mais qui s'explique certainement et surtout par le style de ce président de la République, qui a un style de gouvernance qui est très singulier, qui a un style de communication qui est très particulier et qui a un rapport aux Outre-mer qui est un rapport de distance et qui est manifestement mal vécu par ce qu'on appelle, ils appellent en France hexagonale, nos compatriotes des Outre-mer. Oui. Il y a donc une fracture entre le vote hexagonal et le vote dans les Outre-mer. Alors, je ne dirais pas fracture, je dirais discontinuité, parce que le plébiscite qui est accordé à Jean-Luc Mélenchon n'est pas forcément un plébiscite sur le plan hexagonal, mais c'est quand même un résultat magistral pour la France insoumise. Il faut se rappeler qu'entre 1998 et 2002, M. Jean-Luc Mélenchon n'était que le ministre de l'enseignement professionnel de Lionel Jospin, qui a pris le parti de créer un parti politique sous la Ve République avec une idéologie ancrée sur une démarche de philosophie et qui rate la finale pour quelques 500 000 voix. Oui. Et donc on peut considérer qu'il n'y a pas de fracture mais une discontinuité. L'autre élément, c'est la confiance accordée à l'ex-présidente du Rassemblement national, puisqu'elle en a démissionné pour en laisser la charge à Jordan Bardella, qui aussi continue à creuser son sillon dans les Outre-mer. La Guadeloupe est une terre où prospèrent les extrêmes? Alors, je ne dirais pas ça de cette façon-là et de manière aussi péremptoire. C'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que la tradition a toujours voulu que nous soyons soit du côté de la gauche républicaine, que ce soit ou du côté de la droite républicaine. Et il se trouve, et comme nous faisons partie de la communauté nationale, que la gauche républicaine et la droite républicaine ont volé en éclats. Et là, c'est magistral pour les Républicains, mais c'était déjà le cas pour le Parti socialiste aux dernières élections. Et il se trouve que sur les cendres de la droite républicaine et de la gauche républicaine semblent pousser deux partis politiques qui ont la confiance des Français de façon générale. C'est la France insoumise et le Rassemblement national. Et comme nous ne sommes pas hors de la communauté nationale, nous choisissons dans les forces qui sont en train de monter en puissance, en observant ce que j'ai indiqué pour le président de la République tout à l'heure, le style de gouvernance qui est proposé, le style de communication qui est livré et les propositions qui sont formulées. Vous aurez observé que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont pris le temps de venir, par exemple en Guadeloupe, de discuter avec les gens, de faire des photos avec les gens, même si dans le cas de Marine Le Pen, ça a fait l'objet de quelques railleries et quelques critiques, mais ils sont venus. Et pour la France insoumise, c'est encore plus marqué, parce qu'au-delà de Jean-Luc Mélenchon, quelqu'un comme Mathilde Panot commence à prendre ses quartiers en Guadeloupe. Et en formulant des propositions, en assénant des critiques virulentes sur une politique aussi importante que la politique de l'eau pour nous. Et donc ce n'est pas étonnant que, compte tenu de la manifestation d'écoute qualitative qu'il démontre,
que les Guadeloupéens leur renvoient l'ascenseur en votant massivement, par exemple, pour quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon. Le vote Rassemblement national en Guadeloupe, vous l'analysez comment? Alors, ce vote-là, il peut être analysé de trois manières. La première, c'est que Marine Le Pen représente le style de chef de l'État que les Guadeloupéens ont adulé. C'est-à-dire des gens qui viennent, comme je l'indiquais tout à l'heure, la question de l'écoute qualitative, même si c'est pour faire semblant et rassembler des voix, on fait de la politique. Pour faire de la politique, on séduit, on ne sert pas de repoussoir. Donc c'est dans le style de communication, le fait de donner le sentiment aux gens, de prendre le temps de les écouter, de venir sur place, de discuter avec les gens. Le deuxième élément, c'est un élément programmatique. Elle propose qu'on crée un grand ministère des Outre-mer et de la mer. Et puis, troisième élément, qui est aussi dans le programme, mais qui est une grosse thématique et un enjeu de société, c'est la question des flux migratoires. Alors, chez nous, c'est une question qu'on met sous le tapis parce qu'on se dit, nous toutes c'est nègres. Mais à la vérité, quand vous allez dans les chaumières, le discours qui est tenu par un militant de base du Rassemblement national, c'est beaucoup le même discours qui est reproduit dans les chaumières en Guadeloupe vis-à-vis d'une immigration qui ne vient pas d'Europe, mais qui vient de la Caraïbe. Oui. Le grand perdant, Pierre-Yves Chicot, en Guadeloupe, c'est Emmanuel Macron. Oui, bien sûr que c'est le grand perdant, si tant est qu'il est considéré qu'il avait besoin des Outre-mer pour se faire élire. Je pense que dans le style de ce président de la République et dans sa stratégie électorale, il ne compte pas sur les Outre-mer pour se faire élire. D'ailleurs, il n'en a pas. Et l'exemple qu'on peut donner, c'est lorsque en 2017, il s'exprime à propos de la Guyane et qu'il parle de l'île de la Guyane. On va dire l'île de la Guadeloupe, l'île de la Martinique, mais la Guyane n'est pas une île. Et on peut difficilement comprendre qu'un chef de l'État qui est aussi bien formé, qui a un diplôme d'études approfondies en philosophie, qui est diplômé de l'ENA, ne sache pas que la Guyane est située sur le sous-continent américain, en Amérique du Sud, et que ce n'est pas une île, et que c'est un continent. Et que par conséquent, quand vous commettez une erreur aussi élémentaire, c'est comme si un Guadeloupéen se trompait entre là où se trouvent vieux habitants et Anse-Bertrand. C'est pas du tout la même chose. Oui. Et donc quand quelqu'un entend ça, un Guyanais entend ça, un ultramarin entend ça, il se dit, ben voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas une conscience chevillée au corps, que la France a une dimension qui va au-delà du continent européen. Le deuxième élément, il était attendu sur l'eau. Et en particulier, on peut imaginer que ceux-là même qui continuent à le soutenir aujourd'hui sont dans une situation très délicate, parce qu'il ne faut pas oublier, comme Jacques Chirac à son époque, qui avait commencé sa campagne dans un fameux meeting avec Lucette Michaud-Chevry au hall des sports de la Guadeloupe, et où Michaud-Chevry disait, oui, Guadeloupéen, il faut le soutenir, Jacques Chirac est comme un Guadeloupéen, il mange le poisson en le tenant, en commençant par la tête, etc. On connaissait le style de Lucette Michaud-Chevry. Et Emmanuel Macron commence quasiment sa campagne, il y a 5 ans, en Guadeloupe. Les seuls élus locaux, les rares élus locaux qui le soutiennent aussi vaillamment, ce sont les élus de Guadeloupe. Et on peut se poser la question de la gratitude dont il fait preuve à l'endroit de ces élus locaux qu'il considère comme ses amis ou qu'il considérait comme ses amis et le territoire de la Guadeloupe. Il y a une vraie question qui se pose. Et comme me disait quelqu'un, ça peut être dans l'ADN de cet individu, c'est un trader. C'est un trader, c'est un banquier. Ce ne sont pas des gens qui vont convoquer la sensibilité dans leur manière d'envisager la vie forcément. Oui. Et ça, les Guadeloupéens le ressentent. Est-ce qu'on peut parler de vote de rejet ou est-ce que c'est exagéré? Ah non, on peut parler de vote de rejet et on peut parler de vote de détestation dans la manière… Ah oui, carrément. Oui, de vote de… J'insiste, de vote de détestation dans la manière dont ce monsieur a eu d'occuper la fonction présidentielle. Les Guadeloupéens sont des gens traditionnellement très disciplinés, très républicains, très catholiques. On va à la messe et après on va voter. Ce sont des gens qui sont globalement, quoi qu'on en dise, on peut faire un débat sur ça, qui sont attachés à la République, qui sont friands de débats publics et de débats politiques. Et ce profil de président de la République
ne correspond en aucune façon au profil du citoyen électeur guadeloupéen. Et c'est pour ça qu'il y a une détestation, non pas de l'individu, parce que je ne pense pas qu'un Guadeloupéen le déteste pour ce qu'il est. Il le déteste par sa façon d'habiter la fonction, d'exercer le pouvoir politique et sa façon de s'adresser aux gens. Partant de là, comment se projeter sur le deuxième tour? Alors, je crois que si on peut lui faire grief de beaucoup de choses, en tout cas dans sa fonction de politique, ça doit être certainement quelqu'un de très sympathique dans la vie privée, je n'en sais rien, l'actuel président de la République, mais il y a une chose qu'il a très bien compris, c'est qu'il a dit que le Front républicain ne fonctionnerait pas aussi systématiquement et automatiquement que les années précédentes. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a déjà ingéré l'idée qu'il pourrait perdre cette élection. Et on peut considérer que jamais le Rassemblement national, qui est l'héritier du Front national créé par le père, n'a été aussi proche des portes de l'Élysée. Et donc, c'est une campagne qui est marquée par les caractéristiques du temps que nous vivons, l'incertitude. Ce deuxième tour et cette élection présidentielle est sacrément caractérisé par l'incertitude. Mais étant donné que ceux-là même qui détiennent le pouvoir ne voudront pas perdre ce pouvoir parce qu'ils n'ont pas fini leur travail programmatique, tous les coups seront permis. Oui. L'âge du départ à la retraite sera l'élément clivant de la campagne en vue du deuxième tour? Pas simplement, je ne le crois pas, pas simplement. Et c'est extrêmement intéressant ce que vous dites là parce que, étant donné que le Front républicain est devenu friable, vous entendez déjà gronder de la part des gens qui n'ont pas voté Macron au premier tour contre les personnes comme Jean-Luc Mélenchon, comme Valérie Pécresse, etc., qui disent déjà, eh bien, nous vous appelons à voter pour Emmanuel Macron. Et en particulier, c'est très sensible pour Jean-Luc Mélenchon, qui apparaissait comme une alternative très républicaine à Emmanuel Macron et qui ne tarde pas, quelques minutes après, à dire qu'il faut quelque part voter pour lui ou en faisant barrage à l'extrême droite. Et demain, à l'occasion des élections législatives, lorsqu'il viendra expliquer aux électeurs pour les élections législatives, je suis contre lui parce qu'il est contre la retraite à 60 ans et qu'il ne... On va lui dire oui, mais tu le savais et tu as permis de le faire élire président de la République alors que tu connaissais son programme. C'est devenu extrêmement compliqué et il faut absolument marcher sur les œufs et puis calculer et être très subtil dans la manière d'envisager les choses. Il n'est pas sûr que les Français s'embarrassent des consignes de vote données ici et là. Absolument. Et c'est pour ça que je disais que le Front républicain est devenu extrêmement friable, parce que c'est Georges Calix que j'ai entendu parler de la notion d'électeur intermittent, mais moi je vais beaucoup plus loin. Enfin, c'est un électeur intermittent, mais qui se caractérise par sa mobilité. C'est-à-dire qu'il se dit, étant donné que les politiques cherchent leurs intérêts en nous utilisant, maintenant on va les utiliser nous aussi pour défendre nos intérêts. Donc ils deviennent extrêmement mobiles et ne vont pas voter par ancrage idéologique, par fidélité familiale, mais ils vont voter en fonction de leur intérêt immédiat. Oui, la politique est devenue encore plus un marketing. Absolument, on fait ses courses. Absolument. On fait ses courses et on peut avoir une approche de la politique aujourd'hui qui est de plus en plus arrimée à ce qu'on appelle marketing en anglais ou la mercatique. C'est-à-dire que c'est une espèce de grand marché et qu'on peut représenter sous la forme d'un camembert avec des parts de marché pour les uns et pour les autres et des consommateurs qui vont avoir une stratégie d'achat, une stratégie de vote et qui ne vont pas changer en étant consommateurs au supermarché comme ils seront consommateurs à l'occasion d'une consultation électorale, parce que même pour les services publics, on parle de consommateurs de services publics quand on parle des citoyens. Il y a de quoi nourrir des craintes pour les partis, les grands partis, les anciens grands partis dits de gouvernement? Alors, si pour le Parti socialiste, c'est très compromis. Et on peut même se demander aujourd'hui, surtout en raison de l'aversion que nourrit François Hollande à l'endroit de Jean-Luc Mélenchon, si la République en marche n'a pas pour matrice le Parti socialiste. Est-ce que le Parti socialiste n'est pas allé à cette élection, sachant pertinemment qu'ils n'avaient aucune chance
alors même pas de gagner l'élection, mais en tout cas d'avoir un score honorable. Et très rapidement, on a vu Anne Hidalgo appeler plus vite que Valérie Pécresse à voter pour Emmanuel Macron. Et puis sur le terrain, dans le cadre de l'exercice du pouvoir politique, vous voyez que les plus grands ministères sont trustés par des gens de droite. Le Parti socialiste est la matrice militante de la République en marche dans une certaine mesure. Et pour l'exercice du pouvoir, étant donné que Emmanuel Macron avait dit à une occasion où il était en compagnie de Philippe de Villiers, qui est connu pour ses positions non pas de droite mais d'extrême droite, il avait dit « mon éthos est de droite ». Et donc comme son éthos est de droite, donc pour occuper les principales places et les ministères régaliens, il va choisir des gens qui viennent des Républicains. Dans le cas des Républicains, la situation est extrêmement critique, mais il conserve encore le Sénat, et M. Larcher reste le 4e personnage de l'État. Ils continuent à être majoritaires dans la détention des régions et ils ont un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale qui est quand même bien charnu. Et je pense qu'il n'y a pas de véritable crainte, sauf si le parti est complètement divisé entre la ligne modérée et la ligne ciotiste, il n'y a pas trop de crainte qu'il ne puisse pas limiter les dégâts à l'occasion des élections législatives. Le choix sera compliqué pour les Guadeloupéens dans 2 semaines ? Non, je ne pense pas que le choix sera compliqué. Soit le Guadeloupéen, de façon majoritaire, va, et c'est ce que je disais à un de vos confrères ce matin de Mediapart, Julien Sartre, je lui disais que de façon... Moi, j'aime pas faire de la prospective, je ne lis pas dans le marc de café. Mais on peut légitimement et valablement penser que ce qui s'est passé au premier tour, c'est-à-dire le rejet d'Emmanuel Macron, se reproduise au second tour. Et je lui disais, sauf si les gens du GUSR en Guadeloupe faisaient campagne pour lui, comme ils font campagne pour les élections municipales, pour les élections départementales et pour les élections régionales. Mais il faudrait qu'ils y aillent, je pense, à bien des endroits avec des gilets pare-balles. Merci à vous, Pierre-Yves Chicot, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Avec votre franc-parler habituel. Tout à fait. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur votre chaîne locale.